l'incapacité à raisonner en termes de compétences et de se contenter de raisonner en termes de diplôme. On a vidé les champs. Normalement, quand on vide les champs, c'est pour que cette main-d'œuvre se libère, aille vers les secteurs productifs, les secteurs d'avenir. Et on est en train de persuader les gens qu'il faut qu'ils aillent vers les bureaux. Il y a un mot que j'ai trouvé surprenant. J'ai pas dit économique d'ailleurs. Dans le discours de Nicolas, c'est qu'il dit c'est évident. Mais c'est pas du tout évident. Marc, pour moi, le libéral que vous êtes, de manière clinique, est contre l'héritage. Oui, je suis assez hostile à l'idée qu'il faut systématiquement perturber l'égalité des chances. Si vous voulez, moi je pense que l'avenir d'un patron, c'est pas d'aller quémander les aides publiques. L'avenir d'un patron, c'est d'aller chercher des clients. Et avant, non seulement on avait le même travail toute sa vie, mais en plus on avait le même travail que son père. Exemple d'innovation, la salle de bain. Il dit quand j'étais gamin, d'habiter New York, j'étais obligé d'aller dans des bains-douches municipaux parce qu'il n'y avait pas de salle de bain et il n'y avait pas de toilettes dans la plupart des appartements new-yorkais. Et donc faire un placement dans l'immobilier, la pierre ne ment pas à tout ça, il faut quand même se méfier. Alors je pense que acheter un appartement à Paris, acheter un appartement à Milan, acheter un appartement à Tokyo, il n'y a pas de problème. Mais et je ne mettrai pas en avant des villes parce que je veux humilier personne, mais il y a des placements immobiliers que je ne recommande pas. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bienvenue dans Histoire de résonance. Aujourd'hui, on va aborder des thèmes aussi vastes que l'économie, la finance, les retraites, mais aussi des questions plus profondes sur le sens de tout ça. Mais avant de commencer cette discussion, j'aimerais vous poser une question très simple. Qui est Jean-Marc Daniel ? Alors, si je dois me définir et me caractériser, ça va prendre du temps parce que j'ai l'habitude de dire que je suis de plus en plus fier de mon lieu de naissance et de moins en moins de ma date de naissance. Alors, mon lieu de naissance, c'est Bordeaux. Ma date de naissance, c'était 1954. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup vécu. Alors, dans cette vie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des études supérieures. J'ai fait l'école polytechnique, puis l'école nationale de la statistique, qui m'a conduit à être administrateur de l'INSEE. Et donc, au travers de l'INSEE, je me suis plongé dans l'économie. Et donc, j'ai mené une carrière d'économiste, à la fois dans l'administration active. J'ai participé à des cabinets ministériels. Et puis, je me suis consacré à la fin de ma vie à l'enseignement, à la production intellectuelle. J'ai produit des livres, des articles, et j'ai pris position sur le plan économique, à la fois sur l'actualité et également sur l'histoire, parce que je considère que l'histoire est l'expérience de l'économiste. Vous savez, Jevons, alors je vais commencer à parler d'économie, Jevons, qui est un économiste de la fin du 19e siècle, qui est un grand économiste anglais, qu'on associe à ce qu'on appelle la révolution néoclassique dans l'histoire de la pensée économique. Jevons disait que Galilée considérait que la nature était un livre écrit en langage mathématique. Et Jevons disait, la société est aussi un livre écrit en langage mathématique. Et de même que le physicien s'occupe de la nature écrite en langage mathématique, l'économiste s'occupe de la société écrite en langage mathématique. Vous évoquez justement souvent le langage mathématique, mais l'économie, c'est avant tout des individus, des hommes qui interagissent les uns entre les autres. Et est-ce que tout ça est vraiment programmable, quantifiable dans des équations ? Est-ce que la complexité humaine peut vraiment être incarné par des chiffres? Alors effectivement, le rôle de l'économiste, si je reviens à l'exemple du physicien, parce qu'il y a un autre économiste alors, qui est contemporain, qui s'appelle Nicolas Gregory Mankiw, que tous les gens qui ont suivi des études économiques, normalement, doivent connaître. Il a écrit le manuel qui représente 80% des manuels d'économie vendus à la surface de la planète. Et donc, il y a des pays où il n'y a que le Mankiw. Alors en France, il est moins connu. Et il a résumé l'économie en 10 principes, où il explique que pour comprendre l'économie, il faut avoir 10 principes. Mais ce n'est pas à ça que je vais m'intéresser tout de suite, c'est au fait qu'il dit le physicien est dans un processus, qui est un processus où ensuite l'application de ses découvertes, l'application est faite par d'autres personnes. Il prend un exemple, il dit le physicien fait de la thermodynamique, l'ingénieur invente le moteur thermique, mais ce que voient la plupart des gens, c'est le garagiste. Et donc, est-ce qu'il y a plus de noblesse à être le physicien que d'être le garagiste ? Parce que les attentes de la population sont portées par le garagiste qui va réparer le moteur. Et il dit la grande caractéristique de l'économiste, c'est qu'il a du mal à se positionner. Il y en a qui sont des physiciens, c'est-à-dire des théoriciens purs, qui sont réfugiés dans leur modèle mathématique. Il y en a qui sont un peu l'équivalent de l'ingénieur, c'est-à-dire qui sont associés à des prises de décision
Et puis il y en a qui font de l'économie au quotidien, l'économie, je dirais, un peu banale. Et c'est beaucoup l'homme politique. Et donc le grand enjeu pour les économistes, c'est l'articulation entre l'homme politique et l'économiste. D'ailleurs, ça se voit dans le vocabulaire. Au tout début, on parlait d'économie politique. Et donc le premier livre qui est supposé avoir fait de l'économie s'appelle Traité d'économie politique. Et je cite assez souvent le fait que dans l'encyclopédie, qui est vraiment le moment où on établit une espèce de liste des savoirs des hommes au XVIIIe siècle, il y a un article qui s'appelle Économie politique, qui a d'ailleurs été rédigé par Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire quelqu'un qui est philosophe, Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que ce mot politique ne perturbe pas la perception que l'on doit avoir du rôle de l'économiste? Et donc au moment où Jean-Jacques Rousseau écrit Économie politique, les économistes officiels, qui sont ce qu'on appelle les physiocrates, qui sont dans une école d'économistes, disons, nous on veut parler plutôt de science économique. Et il va y avoir en permanence cette ambiguïté entre l'économie politique et la science économique, sachant que dans l'économie politique, ça veut dire étymologiquement, économie c'est la gestion, politique c'est l'État. Au tout début, l'objectif que se donnait l'économiste, c'était de conseiller l'État dans la façon de se gérer. Pas forcément de gérer l'État, mais de dire aux gens qui gèrent l'État comment ils peuvent agir de façon à ne pas conduire l'État à la banqueroute, à la faillite et à l'oppression. Mais assez vite, quand même, les Français physiocrates vont dire qu'il vaut mieux parler de science économique pour éviter toute ambiguïté. Nous ne sommes pas là pour être des hommes politiques. Nous sommes des physiciens, c'est la position initiale et qui va être perpétuée par beaucoup d'économistes. Nous sommes des physiciens et pas des garagistes. Alors, en introduction, vous mentionnez que vous étiez professeur. Quel est le constat aujourd'hui que vous faites sur l'état du système scolaire français et de manière plus précise sur la matière qui est l'économie? Pourquoi finalement elle est si incomprise et négligée au sein de ce système scolaire-là? Il y a deux niveaux dans votre question. Il y a quel est le niveau des élèves et pourquoi est-ce que les Français ne sont pas intéressés par la matière en tant que telle, cette matière-là. Sur le niveau des élèves, donc j'ai enseigné pendant assez longtemps, et puis j'ai été moi-même étudiant, et puis j'ai des enfants qui ont été étudiants, donc je peux mesurer exactement comment ça a évolué. Ce qui me frappe, c'est... alors tout le monde le dit, le niveau baisse, mais bon, déjà de mon temps, le niveau baissait, donc, et puis il y a des choses, alors on dit... La jeune génération, c'est des choses que la génération précédente ne savait pas. C'est pas évident, ça aussi. Mais bon, mais ce qui me frappe dans l'évolution de l'enseignement scolaire, c'est... Et alors là, ça rejoint un peu les travaux de quelqu'un comme François Dubé, qui est un sociologue responsable de grandes recherches sur l'éducation. Et il dit, en fait, on a confondu démocratisation et massification. C'est-à-dire dans l'obsession de permettre à 80% d'une classe d'âge être au niveau du baccalauréat, de porter une classe d'âge 60 ou 40% d'une classe d'âge au niveau de la licence, on a été obsédé par l'objectif et pas par le contenu de ce que représentait cet objectif. Et donc moi, par rapport à mes étudiants, donc j'enseigne dans une des 3 parisiennes, qui est une école prestigieuse par rapport au système global de l'enseignement des écoles de commerce et de l'enseignement de l'économie et des affaires. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui finissent par être frustrés et trouver qu'on ne leur apporte pas autant qu'on devrait leur apporter par rapport à ce qu'ils ont déjà appris auparavant, par rapport aux efforts qu'ils ont fournis. Grosso modo, moi, ce qui me frappe, c'est que pendant 2 ans, dans ce système français où il y a des classes préparatoires, on est très exigeant et on nourrit beaucoup de savoirs, de choses à apprendre, de choses à comprendre, de choses à maîtriser. Et puis après, on laisse un peu filer tout ça. Et donc, je pense qu'on pourrait être un peu plus exigeant dans l'obtention des diplômes. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est ce que disait là aussi un autre économiste. Je vais multiplier le name dropping pour essayer de faire en sorte que tout le monde ne s'abatte pas sur moi. Mais Alfred Sauvy, dans un livre que je recommande à tous les gens qui vont suivre cet entretien, le livre s'appelle L'économie du diable. Et il écrit ça après le choc pétrolier. Et il dit, derrière le choc pétrolier, il y a des choses beaucoup plus graves qui sont en train de se faire dans l'économie française. On a vécu de façon assez confortable grâce à la baisse régulière du prix de l'énergie. Et là, maintenant que le prix de l'énergie retrouve un niveau qui est un niveau assez conforme à ce qu'il doit être, on s'aperçoit des dysfonctionnements. Et le principal dysfonctionnement, dit-il, c'est l'incapacité à raisonner en termes de compétences et de se contenter de raisonner en termes de diplôme.
Alors, il y a une phrase où il dit « On a vidé les champs et normalement, quand on vide les champs, c'est pour que cette main-d'œuvre qui se libère aille vers les secteurs productifs, les secteurs d'avenir, donc ils aillent vers les ateliers. Et on est en train de persuader les gens qu'il faut qu'ils aillent vers les bureaux et vers la fonction publique. Et donc, une société qui fait passer les paysans du champ à la fonction publique est une société qui se condamne parce qu'elle oublie qu'il faut commencer par passer par l'usine et l'ingénieur. Et donc, je pense qu'on est un peu dans cette situation où on est dans la situation décrite par Alfred Sauvy. On est une société qui ne reconnaît pas assez les compétences manuelles, les talents autres que ceux qui sont sanctionnés par des diplômes que l'on vide de plus en plus de leur sens. Alors après, sur la perception qu'ont les gens de l'économie, moi, je vois bien quand on me dit que je suis économiste, les gens qui ne me connaissent pas, et en général, ils me demandent 3 choses. La première, c'est comment on fait pour remplir sa feuille d'impôt. Donc, ils ont l'impression que je suis un comptable. La deuxième, et en particulier pour échapper à l'impôt. La deuxième, c'est qu'est-ce qui va monter en bourse? Alors, j'arrête pas de leur dire, écoutez, si je savais comment faire fortune en bourse, je ne serais pas habillé comme je suis habillé, et je ne serais pas ici. Je serais richissime, et je serais dans une suite du Ritz, et je ferais cet entretien dans un salon privé du Ritz. Et la troisième élément, c'est est-ce qu'on va s'en sortir? C'est-à-dire une espèce d'angoisse par rapport à l'ambiance générale, ça va mal. Et donc, avec des mots qui sont des mots qui relèvent de l'incantation. Alors, vous avez l'incantation plus ou moins mondaine, c'est la crise. Et donc, moi, je me souviens d'avoir dit un jour à un de mes collègues dans un débat, mais partout où je passe, c'est la crise. Mais depuis que j'enseigne l'économie, c'est la crise. Si, c'est tout le temps la crise c'est la normalité. La crise, normalement, c'est un écart à la normalité. Et donc, depuis que je participe à des débats, j'ai toujours en face de moi quelqu'un qui dit « il faut répondre à la crise ». Donc, définissez-moi la normalité. Et alors, l'économiste, le collègue que j'avais en face de moi, à un moment de réflexion, d'hésitation, et puis il dit « non, mais en 1965, c'était la normalité ». Et donc, je dis « si c'était il y a 50 ans, c'était il y a une dizaine d'années, si c'était il y a 50 ans, la normalité ». On a peut-être changé de normalité, parce que 50 ans de crise, c'est devenu la normalité. Donc, et en plus, 65, je lui dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le général de Gaulle a été mis en ballottage parce qu'il y avait un début d'inflation. Et parce que pour lutter contre cette inflation, ils avaient serré la politique monétaire avec comme conséquence un début de chômage. C'est-à-dire, on s'orientait vers la stagflation qui a ensuite affecté les économies dans les années 70. Donc, je pense que la plupart des gens ont une vision qui est une vision assez sentimentale de tout ça, mais rentrer dans les détails, ça les angoisse ou ça les saoule, pour parler de façon un peu vulgaire. Et donc, avec le fait que la transmission de l'information n'est pas toujours assurée par des gens qui sont très précis et très méticuleux. Je vais prendre un exemple, je suis frappé dans la presse, je ne veux pas critiquer les journalistes, mais le nombre de fois où déficit et dette sont confondus. On a l'impression que c'est la même chose. Or, c'est pas la même chose. C'est lié. C'est deux mécanismes qui sont intimement liés et l'un dépend de l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, encore récemment, dans un journal, il y avait marqué que la dette était de plus de 5% du PIB. Et donc, c'est pas la dette, c'est le déficit. Vous mentionnez une vision sentimentale des gens, mais aujourd'hui, un ingénieur qui arrive sur le marché du travail à 25-28 ans a un salaire qui ne couvre même pas ses besoins essentiels. Est-ce que l'économie qui analyse justement les relations entre le capital et le travail n'a pas échoué sur ce point? Et d'un point de vue plus général, le capitalisme qui cherche à éradiquer la pauvreté n'a-t-elle pas engendré des inégalités bien plus puissantes et violentes? Alors, je ne crois pas. Je crois qu'il y a... Alors, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, dans ce qui s'est passé dans la critique du capitalisme, et c'est d'abord le fait que, si vous prenez le 19e siècle, où effectivement les gens vivaient mal, c'est-à-dire l'espérance de vie était très largement inférieure à ce qu'elle est maintenant, et on ne peut pas imaginer ce que pouvait être la vie d'un mineur ou d'un gamin de 6 ans descendant dans la mine pour sortir le charbon. Mais la critique était une critique qui était centrée sur le fait que il y avait des gens qui étaient les détenteurs du capital, c'est-à-dire que la critique était sur la propriété privée. Et donc la solution qui était avancée par les socialistes, enfin plusieurs vagues de socialistes, puisqu'après 1848, dans le dictionnaire d'économie politique,
l'auteur de l'article socialisme, donc le dictionnaire d'économie politique paraît sous le Second Empire, et il n'est pas censuré parce que les censeurs comprennent pas ce qu'il y a dedans. Et donc, celui qui écrit le mot socialisme, il dit parler de socialisme, c'est prononcer une oraison funèbre. Vu ce qui s'est passé en 1848, vu la catastrophe que ça représentait sur le plan humain, économique, social, plus personne ne voudra revenir à ces théories. Et le fondement de ces théories, c'était quand même la remise en cause de la propriété. La propriété, c'est le vol, qui est la formule célèbre de Proudhon. Et puis Marx va récupérer ça. Et donc, pendant des années, des décennies, la référence de la critique du système, c'était la propriété privée. Et puis, on a mis en place effectivement des systèmes qui étaient des systèmes de propriété collective. Et même les socialistes modérés, comme les travaillistes anglais dans les années 50, ont nationalisé. En 1981, et vous aviez un vaste programme de nationalisation qui a été mis en place. Et on s'est aperçu que ça n'avait pas que des conséquences positives. Au contraire, la propriété publique, comme le disaient d'ailleurs les scolastiques, au Moyen-Âge, ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Et donc, à partir du moment où ça n'appartient à personne, plus personne ne se sent en devoir d'entretenir, de préparer, de réparer, de projeter ce que l'on a dans l'avenir. Donc, la propriété privée est devenue quelque chose qui paraît une sorte de tabou. On va, alors, il y a des services publics, on va garder un certain nombre de choses, mais ce que l'on va présenter comme devant être des services publics, c'est les choses qui sont en situation de monopole. On va dire, la propriété privée a l'avantage d'être régulée, organisée, contrôlée par les conséquences de la concurrence. On porte donc la critique ensuite sur la pauvreté. Et donc, le système génère de la pauvreté et indépendamment de la nature de la propriété, là, il y a des gens qui sont pauvres. Vous prenez le programme du Front populaire en 1936, il n'y a pas le mot inégalité. Il y a le mot pauvreté, mais à aucun moment on ne parle d'inégalité. Et vous prenez Kennedy en 1960, il dit il n'y a rien de plus absurde que de parler d'inégalité. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte, non pas que les riches soient moins riches, mais que les pauvres soient moins pauvres. Et ce n'est pas en abaissant les riches qu'on résoudra les problèmes des pauvres. Et donc, il a une politique, il définit une politique qui ne devrait pas être une politique de réduction des inégalités, mais de promotion des gens qui sont les plus défavorisés. Alors là, de nouveau, maintenant, on est dans une situation où on dénonce les inégalités, alors que, objectivement, quand on compare la situation actuelle à ce qu'elle était, mais encore dans les années 60-70, en termes de revenus et en termes d'inégalité, la situation était plus grave. Je prends un exemple simple. Le SMIC, en 1970, donc en place le SMIC, le salaire minimum, et donc il y a un coup de pouce, il y a un vrai coup de pouce. D'ailleurs, je rappelle une anecdote qui est peut-être apocryphe, mais en tant que Bordelais, j'y suis attaché. Le Premier ministre, c'est Jacques Chaban-Delmas. En 1970, il est maire de Bordeaux. Et donc, il va fixer le SMIC horaire à 3 francs 30. Pourquoi 3 francs 30 ? Parce que ça fait 33. Et 33, pour ceux qui ont quelques notions de géographie, c'est le numéro de la Gironde ou dans la liste des départements. Et donc 3 francs 30. Et quand on regarde ce que gagne quelqu'un au SMIC, et qu'on convertit ça, compte tenu du fait qu'à l'époque on travaille 40 heures et qu'on a 4 semaines de congés payés, sur la base de ces 40 heures et ces 4 semaines de congés payés, on gagne environ 600 €, l'équivalent en pouvoir d'achat de 600 €. Et aujourd'hui, ces 600 €, ça correspond au RSA. C'est-à-dire que la société est capable de donner aujourd'hui à quelqu'un qui ne travaille pas l'équivalent de ce que touchait quelqu'un en pouvoir d'achat et en niveau de vie, de ce que touchait quelqu'un en 1970 en travaillant 40 heures par semaine. Donc il y a eu un progrès considérable sur la pauvreté et sur les inégalités. Ça se mesure par ce qu'on appelle des coefficients de Gini. Et quand on regarde l'évolution des coefficients de Gini, dans les pays développés, alors aux États-Unis et puis dans les anciennes démocraties populaires, les coefficients de Gini se sont élargis, ils se sont augmentés. En fait, les inégalités monétaires ont comment. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement les formes d'inégalités non monétaires. Et donc là aussi, l'INSEE a fait des études qui sont des études assez intéressantes qui montrent que la redistribution va réduire les inégalités. En France, sur le plan strictement monétaire, la redistribution et la réduction des inégalités passent pour 1/3 par l'impôt sur le revenu, donc on prend sur les riches, et 2/3 par les prestations sociales,
Donc là, on fournit aux gens qui sont les plus défavorisés. Mais l'INSEE va plus loin en disant qu'on réduit encore 2 fois plus les inégalités grâce au fonctionnement des services publics. Parce qu'on a accès à un certain nombre de services publics quand on est sur des conditions de ressources. Alors après, il y a la perception de tout ça. Vous preniez les exemples des... Alors c'est là aussi, c'est ce que je reviens à François Dubé, sur le passage de la massification à la place de la démocratisation. On a expliqué à des gens qu'effectivement, s'ils avaient tel ou tel diplôme, ils auraient telle place dans la société. Mais il n'y a pas qu'en France. Si vous suivez l'actualité, il y a 2 événements cet été que j'ai trouvé très intéressants. C'est la révolte des étudiants au Bangladesh. Alors vous me direz, le Bangladesh, c'est loin, on ne sait même pas très bien où c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je rappelle aux gens qui n'ont pas suivi ça, le gouvernement est tombé et même la première ministre, c'est une femme qui était au pouvoir, la première ministre a été obligée de démissionner. Et pourquoi? Parce que, on revient à ce que disait Alfred Sauvy, dans les universités du Bangladesh, si vous aviez certains diplômes, vous aviez un accès automatique à la fonction publique. Et puis vous avez eu une augmentation considérable du nombre d'étudiants, et donc, ipso facto, une augmentation considérable du nombre de fonctionnaires. Et le Bangladesh est dans une situation où, même s'il y a un secteur productif qui est loin d'être négligeable, il ne pouvait pas supporter un tel niveau de fonction publique. Et donc le gouvernement a décidé que pour accéder à la fonction publique, il faudrait passer des concours, indépendamment du diplôme que l'on avait, quel que soit le diplôme que l'on avait, il fallait, avec simplement une condition qui a été à l'origine de la révolte initiale, mais qui a été amplifiée par c'était qu'il y avait dans ces concours des points qui étaient donnés supplémentaires à certaines catégories de la population, et en particulier aux gens qui pouvaient prouver que un ancêtre avait participé à la lutte pour l'indépendance du Bangladesh en 1971. Mais donc, cette idée qu'un diplôme vous donne un accès direct à un certain statut, cette idée est en train d'être battue en brèche dans tout un tas de pays parce que on en revient à Alfred Sauvy. Il y a un moment où il faut passer des champs dans les ateliers et pas forcément dans les bureaux. Il y a un moment où on a besoin d'ingénieurs et pas de bureaucrates. Deuxième exemple, au Japon. Le Japon, donc, ce qui est intéressant, je m'intéresse beaucoup au Japon, d'abord parce que c'est un pays, c'est une très grande culture, c'est un pays qui est méconnu, assez souvent critiqué, et qui est pourtant un pays très intéressant, et je rappelle, enfin c'est une digression, mais c'est une démocratie. Alors que les gens qui sont fascinés par la Chine devraient comprendre que le Japon, c'est une démocratie. Je ne commente pas la Chine, mais bon. Et donc au Japon, on a décidé de mettre des droits de scolarité. Et donc de créer un droit de scolarité de 1 000 € pour s'inscrire à la faculté. Et alors il y a eu tout un débat sur... Et donc la jeunesse s'est révoltée en disant c'est insupportable, on nous empêche d'accéder aux études. Et donc il y a eu des manifestations, c'était la première fois depuis 1968 que des manifestations étudiantes prenaient cette ampleur au Japon. Et dans le débat qui s'est noué, il y a quand même un certain nombre de jeunes qui ont dit mais ce qu'on veut, on est prêt à payer les 1 000 €, l'équivalent de 1 000 €, si on nous en prend vraiment quelque chose. C'est-à-dire, quand c'est gratuit, après tout, bon, mais si on doit payer, il faut qu'il y ait un contenu. Avec comme conséquence, c'est que par exemple, on a annoncé que l'enseignement public n'assurait plus de cours de sociologie, en considérant que ça ne correspondait plus à un savoir relevant d'une espèce de service public. C'était une forme de savoir qui pouvait être intéressante, mais qui n'était pas forcément un bien commun. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans ces deux cas, il y a 2 idées fausses. Le diplôme ne doit pas et ne peut pas être considéré comme l'accès à ce que j'appelle une rente, une espèce de statut. C'est un élément dans la vie, mais ce n'est pas forcément un élément qui vous définit ad vitam aeternam. Et la deuxième chose, le diplôme est légitime s'il a un contenu. C'est s'il vous prépare autant à l'atelier qu'au bureau du technocrate. Est-ce qu'il n'est pas là le mensonge aujourd'hui sur les diplômes? Ah mais le mensonge est là, et complètement. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, et pour en revenir à mes étudiants, c'est-à-dire que ce qu'ils reprochent au système, quand ils font un reproche au système, c'est un, que le diplôme a perdu de son contenu, et deux,
l'accès à un certain nombre de postes auxquels ils prétendaient être une clé, et c'est pour lesquels ils prétendaient, ce n'est plus le cas. Et donc, et dans ce cas-là, il y a plus que deux solutions. Ou bien on rétablit une forme de sélection très très brutale, ou bien on laisse effectivement les entreprises faire la sélection. Grosso modo, les économistes, alors sur un raisonnement strictement économique, les économistes identifient trois formes d'articulation entre le marché du travail et le système scolaire. Vous avez des systèmes scolaires qui sont très exigeants, avec des droits du travail qui sont protecteurs. Et donc, quand vous avez un système scolaire exigeant, les entreprises qui vous recrutent savent exactement quel profil elles recrutent, et donc vous êtes protégé par le Code du travail, et donc ça permet d'avoir des sociétés où il n'y a pas de chômage. Vous avez à l'inverse des sociétés où vous avez un système scolaire qui n'est pas exigeant, qui distribue, et un Code du travail qui lui-même est extrêmement souple. Donc les entreprises se font leur opinion, et les entreprises, quand elles constatent que effectivement les gens ne sont pas en conformité avec les espérances, eh bien elles peuvent s'en défaire assez rapidement. Ça, c'est le système plutôt anglo-saxon, anglais ou américain. Et puis, vous avez les systèmes qui sont peu exigeants, avec un code du travail très, très restrictif. Et ça, c'est le système français. Et donc, ça génère du chômage. Mais ce système français a conscience de son problème. Alors, vous êtes trop jeune pour avoir fait, peut-être que vous vous souvenez du CPE, du contrat première embauche, c'est-à-dire le contrat première embauche, c'était une proposition qui a été évidemment écartée à la suite de manifestations, et donc qui a été faite par Dominique de Villepin. À l'époque, il n'était pas compagnon de route du Parti communiste, donc il était plus proche des idées économiques efficaces, et donc il avait constaté que le Code du travail était trop restrictif parce que le système scolaire ne donnait pas assez d'informations. Et donc, il donnait la possibilité pour les entreprises, quand il y avait quelqu'un qui arrivait avec un diplôme, d'avoir une sorte de code de travail, donc un contrat première embauche, qui était un contrat spécifique qui permettait aux entreprises de découvrir la réalité des compétences. Bon, et progressivement, donc ça a été abandonné, mais progressivement, on modifie le code du travail de façon à rendre les choses le licenciement plus facile. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit maintenant que, alors c'est pour revenir au Japon, vous avez toute une analyse sur le Japon où on vous explique que avant l'ère Meiji, donc l'ère Meiji, c'est le grand développement économique du Japon au milieu du 19e siècle, et avant, non seulement on avait le même travail toute sa vie, mais en plus on avait le même travail que son père. Et donc, les historiens ont établi qu'au moment où s'est mis en place le système des shoguns au Japon, au XVIe siècle. Donc, il y a des gens qui ont reçu un métier et qu'au XIXe siècle, leurs descendants avaient toujours le même métier. C'est-à-dire que la société était totalement bloquée et tout le monde recevait comme ça. Bon. Ensuite, on dit, bon, on n'a pas le même métier que son père, mais on va avoir le même métier toute sa vie. Et puis maintenant, on arrive dans une génération où on n'aura pas le même métier toute sa vie. Et donc, vous avez tout un pan de la théorie économique qui dit que le véritable enjeu, c'est pas tellement le coût du travail en tant que tel, mais c'est le coût de l'adaptation. C'est-à-dire que pour qu'une société ait de la croissance, il faut partir de l'idée qu'en permanence, on va exercer un certain type de métier pendant un certain temps, et que, il faut que les entreprises dont l'adaptation est permanente puissent mettre fin très rapidement au contrat, puissent dire, écoutez, vous ne correspondez plus à vos attentes, et simultanément, que les gens sont en capacité de se former de façon à s'adapter en permanence. Et donc, le véritable enjeu, maintenant, c'est pas tellement ce que valent les diplômes, le véritable enjeu, c'est la capacité d'adaptation, c'est-à-dire la capacité pour les entreprises de se défaire des gens qui ne sont plus dans leurs compétences en conformité avec ce que souhaite l'entreprise, et simultanément, la possibilité offerte à ces gens-là de se préparer pour s'adapter à l'évolution des entreprises. Avec la révolution technologique, comme l'IA, on assiste à une véritable accélération encore plus poussée que ce qu'on avait pu connaître sur la révolution numérique du début du siècle. Est-ce que cette dynamique-là est soutenable pour le marché du travail ? Est-ce qu'on n'est pas en retard sur l'adaptation et sur la régulation à ces bouleversements-là ?
Alors oui, alors il y a tout. Alors l'IA, on est au début, donc on n'en sait pas très bien. Et donc vous avez des gens qui vous annoncent que ça va être une révolution inégalée. On n'a jamais vu ça. Et puis vous avez un économiste qui est très connu, qui s'appelle Daron Acemoglu, qui est un économiste d'origine turque. Ça se voit dans son nom, mais qui est américain et qui enseigne au MIT. Et donc qui dit en fait, vous ne faites pas d'illusions. C'est dans les progrès techniques, les économistes disent il y a des innovations et des inventions. Alors une innovation, c'est quelque chose qui améliore le processus de production et qui satisfait les besoins de la population. Une invention, c'est quelque chose qui fascine les physiciens, pour en revenir aux physiciens, mais qui ne correspond pas du tout aux attentes de la population. Et alors vous avez un exemple assez célèbre qui est pris par Larry Summers. Dans Larry Summers, donc je continue à citer des noms et à égrener, à faire du name dropping, comme on dit en français. Donc, Larry Summers, il a été secrétaire au Trésor sous Clinton. Il aura le prix Nobel d'économie, je pense, ne serait-ce que parce que ses deux oncles l'ont eu, donc ce serait quand même une déchéance familiale s'il ne l'avait pas. Et donc Larry Summers, un jour, dans une assemblée générale du FMI, il fait le discours terminal. C'est toujours un économiste. Alors en général, ils sont oubliés, ces discours. Il y en a quelques-uns qui sont rentrés dans l'histoire. Et donc, le sien va rentrer dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il dit, donc on est au moment où arrive la 5G dans les télécoms. Et il dit, en fait, exemple d'innovation, la salle de bain. Il dit, quand j'étais gamin, il habitait New York. Et il dit, donc, quand je me rendais à l'équivalent du lycée, je croisais des bains-douches municipaux. La population, pour son hygiène, était obligé d'aller dans des bains-douches municipaux parce qu'il n'y avait pas de salle de bain et il n'y avait pas de toilettes dans la plupart des appartements new-yorkais. Chose d'ailleurs qu'on peut savoir à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, dans le premier recensement ou en France, on a demandé aux gens s'ils avaient une salle de bain et s'ils avaient des toilettes dans leur appartement. Il n'y avait que 10% des gens à Paris qui avaient une salle de bain et qui avaient des toilettes dans leur appartement. Et donc, et voilà. Aujourd'hui, dit-il, on est donc dans les années 2010, il n'y a pas un seul appartement à New York où il n'y a pas une douche. Vous allez dans un hôtel, aussi minable soit-il, dans chaque chambre de l'hôtel, il y a une douche. Et donc, vous avez eu une innovation, c'est-à-dire l'amélioration objective des conditions de vie de la population. Et sur le plan technologique, c'est de la répartition des pressions, c'est de la physique du XVIIe siècle. Il dit, on va passer à la 5G, dit-il. Je suis incapable de vous expliquer ce que ça signifie sur le plan physique. En revanche, je suis incapable aussi de vous dire quelle est l'amélioration objective que ça va représenter pour moi. Et donc il dit, est-ce que c'est pas une pure invention ? Est-ce que c'est pas une sorte de fascination pour la technologie ? Et donc, Larry Summers fait un test et il dit, je vais prendre dans l'assemblée qui est là, je vous donne le choix entre on garde la 4G et vous avez une salle de bain, ou on vous donne la 5G et vous allez vous laver dans les bains-douches municipaux. Tout le monde choisit d'avoir la 4G et la salle de bain, donc les bains-douches municipaux et la 5G. Et donc, vous avez déjà cette question. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça va être une invention ou une innovation ? Est-ce que ça va répondre Et donc... Oui, à l'heure actuelle, on a quand même des entrepreneurs qui travaillent déjà sur des thématiques d'IA avec des solutions concrètes. Donc on peut, en utilisant une expression bien connue, en fait, le mouvement est déjà en marche. Alors le mouvement est en marche, mais vous avez, dans l'histoire des technologies, vous avez eu des erreurs. C'est-à-dire que il y a un exemple assez célèbre quand... enfin, il y a deux exemples que je mets souvent en avant. Il y a de Tesla, donc Tesla, donc c'est l'inventeur de l'électricité, c'est le premier à construire un réseau électrique à New York, et donc c'est un personnage assez fascinant, qui est d'origine yougoslave, on dirait, en fait, il est... Et il va voir des financeurs, et il leur explique qu'on peut transformer l'électricité en lumière. Et tout le monde lui dit, mais écoutez, il y a l'acétylène, tout le monde a ses lampes à acétylène, ça fonctionne très bien. Et l'argument est assez fort, c'est-à-dire que, bon, vous êtes une génération, mais même moi, je n'ai pas connu l'acétylène, mais l'avantage de l'acétylène, c'est qu'on faisait tomber de l'eau sur ce qu'on appelait du carburant. Et avec ça, on avait
une flamme qui apparaissait, et qui est une flamme d'une qualité exceptionnelle. Les spéléologues utilisent encore de l'acétylène. Et donc, les gens disaient, on a installé des réseaux de distribution des eaux, et par l'intermédiaire de l'acétylène, le réseau de distribution de l'eau devient aussi un réseau de distribution de la lumière. Alors qu'avec l'électricité, il va falloir faire un autre réseau qui va apporter l'électricité. Donc l'électricité n'a aucun avenir. Bon, je pense qu'à part chez les brocanteurs, des lampes à acétylène, on n'en trouve plus. Et donc, deuxième exemple qui est assez... là aussi, le marquis de Dion, donc, qui était un noble et tout ça, a été fasciné par l'automobile. S'était associé à un ingénieur qui s'appelait Monsieur Bouton. Ils ont créé la première société d'automobile en France. Et de Dion a dit, mais pour avoir des autos, il faut qu'il y ait des routes. Et donc, il va voir le ministre des Transports. Et pareil, le ministre des Transports dit, écoutez, on vient de faire tout ce réseau de chemin de fer. Vous croyez tout de même pas qu'on va repartir à faire des routes avec du bitume et tout ça donc, ça va rester un gadget en ville. Ça amusera les riches, mais ça n'a aucun avenir. Et donc, la première entreprise d'automobile s'est convertie instantanément en entreprise de production de chemin de fer. Ce qui a été une erreur stratégique. Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que sur l'intelligence artificielle, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se lancent, et puis il y a beaucoup de gens qui disent, mais écoutez, ça va se casser la gueule. Après tout, je pense que l'entrepreneur tel qu'il est défini par Schumpeter, nouveau nom qu'on lâche dans la nature, donc Schumpeter, grand théoricien de l'entrepreneur schumpeterien, le grand théoricien de l'origine et du fonctionnement de l'économie et du capitalisme. Donc Schumpeter le dit bien, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui est habité, c'est pas le gestionnaire. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas des entrepreneurs. Toute personne qui gère une boîte n'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision qui est fausse ou juste, mais il a une vision. Et donc, le monde se construit sur les entrepreneurs qui ont une vision juste et assistent à la disparition des entrepreneurs qui ont une vision fausse. Bon. Et le problème de l'entrepreneur, dit Schumpeter, et c'est un problème que l'on trouve en ce moment notamment, c'est l'imitateur. C'est-à-dire qu'il a deux ennemis, l'entrepreneur. Il a le planificateur, c'est le fonctionnaire. Bon, donc il explique bien qu'en plus le planificateur a une force colossale parce qu'il s'appuie sur l'intellectuel déclassé. Donc il explique qu'il y a toute une génération d'aigris, tout ça, qui sont les intellectuels et qui excitent le planificateur en lui disant tu es porteur de l'avenir, tu es porteur d'un message, c'est toi qui sais, c'est toi qui es le bien. Et donc le planificateur et puis en face il y a l'imitateur. L'imitateur c'est le concurrent, c'est celui qui attend, qui regarde ce que fait l'entrepreneur et qui dit « Ah ben tiens, ça marche, je vais faire la même chose ». Et donc, la sanction de l'entrepreneur, c'est la concurrence. Et c'est à la fois positif, parce que l'entrepreneur se dit « Bon, si on m'imite, c'est que j'ai raison ». Mais c'est négatif pour lui, c'est qu'avec la concurrence, ses parts de marché se réduit, et donc son revenu se réduit. Donc, je pense que derrière... l'intelligence artificielle, il y a des entrepreneurs. Et donc, le jour où il y aura des imitateurs, ce sera clair et net. Tant qu'il n'y a pas de vrais imitateurs vraiment installés, en train de se mettre en place. Et puis, la dernière remarque sur ça, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que face à tout progrès technique, il y a des ludites. Donc, les ludites, c'est les gens qui refusent le progrès technique et qui cassent les machines. Et donc, alors c'est vieux, hein, parce que je raconte dans mes livres l'histoire et notamment un passage de Suétone. Suétone, c'est quelqu'un qui parle de l'Empire romain et qui parle d'un empereur célèbre qui est Vespasien. Donc Vespasien est rentré dans l'histoire pour avoir fait commerce de l'urine. Donc Vespasien, tout ça. Et puis, bref, j'écarte ça, mais ce qu'on connaît mal, c'est le fait que Vespasien lance après l'incendie, il refait construire Rome et il lance la construction du Colisée. Construction de qualité puisque le bâtiment est toujours là. Et on lui présente une machine qui a été faite par un grec, un esclave grec, parce que dans l'Antiquité, l'intelligence, l'ingénieur, c'est un grec. Et donc le grec a mis au point des systèmes de levier
qui font qu'on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre pour transporter les pierres. Et donc Vespasien fait venir le grec en question, lui dit « Je vais t'affranchir, tu es esclave, tu es affranchi, je suis très admiratif de ce que tu fais. Puis je t'achète ta machine. » Donc il file un gros paquet de fric. Et puis il fait venir ses sbires et il casse la machine. Alors le grec lui dit « Mais c'était ma machine et tout ça. » Il dit « Mais tu es libre, tu as de l'argent. Maintenant, laisse-moi faire en sorte que le petit peuple ait du travail. » Et donc, il y a cette idée que la machine est toujours l'ennemi de l'emploi. Et donc, le luddite, c'est celui qui se révolte contre la machine accusée de lui prendre son emploi. Et donc, le luddite de l'intelligence artificielle, c'est plutôt un intellectuel. C'est-à-dire le luddite de Vespasien comme le luddite du 19e siècle, ou à l'époque où le mot est véritablement apparu, c'était quelqu'un qui faisait bouger les machines, donc c'était plutôt un manuel. Là, le luddite de l'intelligence artificielle, c'est un intellectuel. Et donc, pour finir, vous avez alors des théories, parce qu'il y a tout un tas de gens qui produisent sur le plan intellectuel, justement, et ils disent la révolte du luddite du 19e siècle était violente. On l'a canalisée avec des idées fausses, le socialisme. On leur a dit, mais rassurez-vous, il y a une société nouvelle qui va émerger, faites une grève de temps en temps. Bon, on les a encadrés par une idéologie qui était une idéologie qui leur donnait des espoirs. Le luddite d'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment on va le calmer, et en plus l'intellectuel peut être subtil, pervers, donc on ne sait pas très bien comment le luddite va mener son combat contre l'intelligence artificielle. Donc pour me résumer, c'est peut-être une invention et pas une innovation. Le véritable enjeu, ce sera à quel moment apparaîtra l'imitateur, et une fois qu'on sera sûr de ça, comment on va gérer le luddite. L'IA est souvent perçue comme un vecteur de croissance. Et aujourd'hui, en France, on parle de problèmes de productivité. Vous mentionnez que les Français ne travaillent pas assez. Est-ce que l'IA ne serait pas finalement cette solution miracle que la France attend depuis longtemps ? Alors, je crois qu'il y a effectivement la croissance économique, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Parmi les économistes, c'est une chose, c'est de la productivité, c'est-à-dire de l'efficacité du capital, donc l'efficacité du travail, grosso modo, et puis c'est de la quantité de travail. Et donc, ce qui a marqué notamment, donc le personnage qui a le mieux théorisé ça, c'est Jean Fourastier dans un livre qui est beaucoup plus connu que lui d'ailleurs, qui s'appelle Les 30 Glorieuses, et aux États-Unis, dans le monde universitaire, tout le monde parle de 30 Glorious, mais quand on dit Jean Fourastier, personne ne sait au juste qui c'est. Parce que le monde anglo-saxon d'ailleurs a du mal à admettre qu'il puisse y avoir des économistes français de talent. Pour eux, c'est une bizarrerie, vu ce qu'est devenu le pays, qu'on puisse... bon. Et donc, Fourastier dit bien, effectivement, que ce qui a fait les 30 Glorieuses, c'est le fait que la population était dynamique, et donc il y avait de plus en plus de gens susceptibles de travailler, et surtout, la population de jeunes était en train il y avait une pression de la jeunesse. Et puis en face, il y avait du progrès technique qui s'incarnait dans... Et il y avait du progrès technique où il n'y avait pas besoin d'entrepreneurs. La France était un monde d'imitateurs, c'est-à-dire on regardait ce que faisaient les États-Unis et puis on faisait la même chose. C'est-à-dire et nous d'ailleurs tout un questionnement sur la politique industrielle de De Gaulle et Pompidou qui n'était jamais que la reproduction de ce que faisaient les États-Unis. Le programme nucléaire qu'on met en avant, il est reposé sur une technologie américaine. Et donc, pour être efficace, on faisait le voyage vers New York et Washington ou Los Angeles, et puis on revenait avec les découvertes futures. C'est d'ailleurs quelqu'un qui s'appelait Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui avait été le fondateur de l'Express et tout ça, avait dans les années 60 écrit un livre qui s'appelait Le défi américain, où il expliquait que effectivement c'était aux États-Unis que ça se passait, ça allait se passer, et ça allait d'autant plus se passer si on ne comprenait pas ce que faisaient les États-Unis, si on se contentait de reproduire les États-Unis, mais en le calant sur un modèle avec trop d'entreprises publiques, trop de dépenses publiques, etc. Déjà en 1960, il dénonçait ce travers de l'économie française. Alors on en est où maintenant ? D'abord, au niveau mondial, il y a des endroits où il y a de la croissance. C'est-à-dire parce qu'il y a des effets de rattrapage, parce qu'il y a des pays qui sont dans la situation de la France des 30 Glorieuses. Vous prenez l'Inde, le taux de croissance de l'Inde, c'est 8% par an. Pourquoi ? Parce que l'Inde imite les gens qui se sont développés, et l'Inde a de la jeunesse.
Et je pense qu'un des gros problèmes de la France, c'est effectivement l'intelligence artificielle, le progrès technique, et puis c'est surtout le fait qu'il y a de moins en moins de gens susceptibles de travailler. C'est-à-dire que c'est un problème, au niveau mondial, c'est un problème qui me préoccupe, qui me préoccupe surtout parce que c'est un problème qui va concerner votre génération et celle un peu au-dessus de mes enfants. C'est-à-dire que, grosso modo, à la surface de la planète maintenant, il y a des pays vieux et des pays jeunes. Pendant très longtemps, il y avait des pays où il y avait des vieux et des jeunes. Maintenant, il y a des pays où il n'y a pratiquement que des vieux et il y a des pays où il n'y a pratiquement que des jeunes. Cette année, pour la première fois, ça va intervenir, les plus de 65 ans au Japon vont dépasser 30% de la population. Et cette même année, les plus de 65 ans au Niger vont descendre en dessous de 2% de la population. C'est-à-dire que la jeunesse est en Afrique et les vieux sont en Chine, au Japon. Quand j'avais votre âge, Jacques Dutronc chantait une chanson, c'était 700 millions de Chinois. Ils sont 1,4 milliard. Sauf que si vous regardez les projections démographiques de l'ONU, avant la fin du siècle, ils seront de nouveau 700 millions. Et donc la diminution de la population d'un certain nombre de pays va être très rapide. Et avant cette diminution, il va y avoir un vieillissement de cette population. Et donc le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on va gérer ce vieillissement ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable de profiter de la croissance d'un certain nombre de pays parce qu'ils sont jeunes et qu'il y a encore des gains de productivité qui vont s'y faire, sans être nous-mêmes véritablement jeunes. Alors, encore une fois, l'intelligence artificielle peut apporter la productivité dont on a besoin. Mais sinon, il va falloir trouver le moyen de s'associer à la croissance des pays jeunes. Et alors, comment on fait ? Ah voilà, c'est la bonne question. C'est pour ça que j'ai arrêté ça. Comment on fait ? Alors, si vous voulez, l'exemple... Alors, ce qui est frappant, c'est que, je ne sais pas quand vous allez diffuser ça, mais on est juste après la publication du rapport Draghi qui dit qu'il faut investir 800 milliards. Bon. La réaction des Allemands, c'est de dire, écoutez, on ne va pas claquer du fric de nouveau si ça servait à quelque chose dont on serait aperçu. Mais surtout, les Allemands ont dit, mais on va mettre qui dans les usines ? Parce qu'à l'heure actuelle, le taux de chômage en Allemagne est quasiment nul, il est un peu plus de 3%. Et les entreprises allemandes ne trouvent plus de main-d'œuvre. Parce que la population est telle que... Et donc, vous avez que 3 solutions. La première solution, c'est de dire, c'est ce qu'avait dit Mme Merkel, elle avait dit, il ne faut pas se faire d'illusions, les retraites des Allemands seront payées par des Turcs. La question est de savoir où travailleront ces Turcs. Ces Turcs travailleront dans des entreprises en Allemagne ou dans des entreprises en Turquie détenues par des Allemands. Donc la première solution, c'est de mettre dans les entreprises en Allemagne, en France, de la population qui arrive d'Afrique et donc accepter l'immigration. Simplement l'immigration, moi j'ai un doute sur ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est-à-dire l'idée que parce qu'on a un problème démographique, on va dire « toi tu viens, mais toi tu viens pas ». Je veux dire, les gens sont libres, les Africains, ils ont le droit de se déplacer comme n'importe quel habitant de la planète, et donc je suis pour la liberté de circulation des hommes, des capitaux et des marchandises. Et donc, on ne va pas dire, toi tu rentres pas. Donc, l'immigration, ça se gère, ça se prépare, mais je ne pense pas que ce soit la panacée. La deuxième solution, c'est avoir les usines en Turquie. C'est-à-dire faire travailler effectivement la jeunesse dans des usines dont les capitaux, parce qu'on est des pays vieux, donc on a accumulé de l'épargne, dont les capitaux ont été investis dans ces pays et permettent un développement de l'industrie de ces pays. Grosso modo, il y a un exode rural colossal à gérer en Inde, un exode rural colossal à gérer en Afrique. Ces paysans, pour reprendre l'image encore une fois d'Alfred Sauvy, vont quitter les champs pour aller dans des ateliers. Pour qu'il y ait des ateliers, il faut qu'il y ait de l'épargne. Et cette épargne, c'est ce que nous avons pour certains pays. Mais est-ce que ce raisonnement-là n'est pas incompatible avec une dimension importante qui est celle du lien social ? Les gens cherchent avant tout un lien social, que ce soit avec leur patron, leurs collaborateurs ou même avec la petite boulangerie au coin de la rue. Oui, mais c'est pas incompatible. C'est-à-dire que vous allez continuer à avoir des boulangers. Le véritable enjeu, c'est pour pouvoir acheter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous verse un revenu. Et quand vous êtes un vieux, votre revenu, c'est une retraite. Et donc, il faut qu'il y ait un jeune qui vous verse cette retraite. Et s'il n'y a pas de jeune, personne ne sera là pour...
Et donc le véritable enjeu, effectivement, c'est pas le lien social avec le boulanger, c'est l'acceptation par l'ouvrier qui travaille, dans mon exemple, à Abidjan ou à Mumbai, que le dividende soit reversé à quelqu'un qui habite à Paris ou à Lyon. Bon, l'expérience est là. Je parlais du Japon. Le Japon est le premier propriétaire de la planète. Le Japon a une stratégie, je trouve, très intéressante. Dans les années 80-90, le Japon avait un objectif de change très clair, $1 égale 75 yens. Avec $1 égale 75 yens, le Japon a acheté les hôtels de Manhattan, les usines d'Indonésie, construit des usines à Valenciennes, acheté un peu partout, c'est de très loin le premier propriétaire de la planète. Maintenant, depuis le regretté Shinzo Abe, parce qu'il a été assassiné, hélas, Shinzo Abe, quand il devient Premier ministre au Japon, dit maintenant, nous allons faire en sorte que la valeur de notre patrimoine soit doublée. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte que $1 vaille 150 yens. À partir de ce moment-là, notre patrimoine, qui est en dollars, sera doublé en yens. D'où l'évolution actuelle du revenu du yen, qui effectivement se maintient entre 140 et 150, enfin $1 égale 140 à 150. La conséquence de ça, c'est que vous regardez les comptes du Japon, vous apercevez qu'en déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre ce qui est le produit de leur travail qui est exporté et les biens qu'ils achètent à l'extérieur, sachant qu'ils continuent à acheter aussi du riz japonais et qu'ils descendent faire leurs courses chez le commerçant du coin, hein, il n'y a aucun problème. Et si vous regardez ça, vous apercevez qu'ils ont exactement le même déficit commercial que la France. 100 milliards, entre 80 et 100 milliards de dollars. Et puis vous regardez les comptes extérieurs globaux, c'est-à-dire en tenant compte du fait que dans les comptes extérieurs, vous avez ce qu'on importe, vous avez ce qu'on exporte, et puis vous avez les revenus de votre patrimoine qui a été placé à l'étranger. Et à ce moment-là, le Japon dégage un excédent de 170 milliards de dollars. Et nous, on dégage un déficit de 60 milliards de dollars. C'est-à-dire que le Japon réussit à vivre par le revenu de ses placements à l'étranger. C'est aussi le cas de l'Allemagne, c'est maintenant le cas de l'Italie, c'est en train de devenir le cas de l'Espagne. Tous les pays qui vieillissent dégagent des excédents qu'ils placent à l'étranger, notamment dans les pays jeunes, pour préparer le futur. Un seul pays, il y a 2 pays qui ne le font pas. Les États-Unis. Parce que les États-Unis disent de toute façon les revenus, quoi qu'il arrive, seront en dollars. Donc, c'est ce que j'appelle le pays alchimiste. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de travailler, ils fabriquent l'or. Leur principale ressource, c'est de fabriquer de l'or. C'est de fabriquer de l'or virtuel. Et puis, alors je dis ça tristement devant vous, qui êtes jeunes, c'est la France. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, c'est qu'on vous dit que vous allez être obligé de payer la retraite. Donc, le ratio entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs en France va se détériorer. Vous allez être obligé de payer la retraite d'une autre personne. C'est faux. Vous allez payer non seulement la retraite des Français, mais comme on est en déficit extérieur, donc comme les Japonais nous achètent, vous allez payer ma retraite. Et puis vous allez payer la retraite d'un Japonais, et la retraite d'un Allemand, la retraite d'un Norvégien, parce que un des principaux détenteurs de la France, maintenant, c'est le Fonds souverain norvégien. Et donc, je pense qu'il y a une urgence à inverser la tendance pour éviter que vous soyez totalement asphyxiés par tous les gens qui vont vivre aux dépens. Est-ce que du coup, c'est une décision collective ou est-ce que c'est des choix individuels? Les individus doivent se prendre en main eux-mêmes et peut-être commencer à investir. Alors, je pense qu'effectivement, ce qu'il y a d'intéressant dans votre question, c'est que, alors que c'est un sujet qui n'est pas du tout vraiment... Alors, je suis frappé d'une chose, ça fait 10 ans que je mets le sujet sur la table, et je sais, ça commence quand même... Et alors, il y a ceux qui me plagient purement et simplement, ils récupèrent des extraits entiers de mes articles, puis ils les mettent dans leurs propres articles. Mais il y a ceux qui ont l'honnêteté de me citer, et je suis non pas fier, mais je suis quand même heureux de constater qu'en fait, enfin, les gens commencent à prendre conscience du problème. Et ce problème-là, ils peuvent le résoudre de façon collective,
Sachant que de façon collective, on se heurte quand même à un discours sur le thème non mais il faut arrêter de travailler là, le droit à la paresse, la retraite à 62 ans, enfin, c'est peut-être pas la peine bon, et donc de continuer à vivre d'importation et non pas de notre propre travail. Et puis, il y a les attitudes individuelles, c'est-à-dire que le gouvernement sortant avait lancé, au travers d'une loi qui s'appelle la loi Pacte, un produit qui s'appelle le produit d'épargne retraite. Alors, qui était à la fois une simplification, parce qu'il y avait des produits qui existaient déjà, puis aussi une extension des capacités à dégager effectivement de l'épargne. Et ce produit est un succès. C'est-à-dire que les gens ont compris que dans la situation actuelle, une partie de leurs revenus futurs ne serait pas liée simplement à des systèmes de retraite, qui sont des systèmes de collectivisation, de mutualisation d'épargne, mais à leur attitude propre d'épargne. Et alors je pense que maintenant, il faut aller au-delà, c'est-à-dire il faut leur offrir une forme de la sécurité que représente la mutualisation, c'est-à-dire permettre à émerger des fonds de pension. C'est quoi exactement un fonds de pension et l'enjeu qui se trouve derrière ? Le véritable enjeu sur les fonds de pension, si vous voulez, c'est d'abord de lever une contradiction. On n'arrête pas de vous dire les dividendes, c'est odieux, les dividendes, les gens se gobergent, et un fonds de pension, ça vit en recevant des dividendes. Alors, de deux choses l'une. Ou bien c'est risqué, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des fonds de pension, ou bien c'est odieux et on se goberge, pourquoi on n'en profiterait pas au travers des fonds de pension ? Il faut avoir une forme de cohérence dans la critique et l'organisation du raisonnement. Mais on peut imaginer qu'effectivement, il y ait des fonds de pension, et ça existe déjà. C'est-à-dire que Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, avait fait créer un fonds de réserve des retraites, et ce fonds de réserve des retraites est un fonds qui est en capitalisation, qui est un fonds de pension. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne l'a pas autorisé à avoir des valeurs étrangères. Donc, il est en euros. Il est forcément en euros. Si vous achetez une usine à Abidjan, elle est en euros, puisque l'euro est la monnaie encore de la Côte d'Ivoire. Mais si vous allez en Inde, il y a un risque de change. Et donc, effectivement, mais justement, l'idée d'avoir un fonds de pension qui serait un vrai large fonds de pension, pas forcément public, mais un vrai large fonds de pension, c'est qu'il est capable de faire des arbitrages, de faire de la finance, d'éviter, de lisser les aléas. Et je rappelle quand même que dans la plupart des pays du monde, les systèmes de fonds de pension et de retraite sont privés. Et l'assurance maladie est aussi privée en général, ou avec les organismes qui ont des statuts et qui sont en concurrence. Et donc, ça fonctionne. Le Suisse moyen n'est pas malheureux avec des caisses d'assurance maladie en concurrence et des fonds de pension. Dans la répartition du patrimoine retraite, entre le patrimoine privé et les cotisations que les personnes vont percevoir au moment de la retraite, quelle part, selon vous, doit être allouée aux actifs financiers ou immobiliers ? Car en fait, dans l'imaginaire des Français, la plupart du temps, la retraite, c'est l'immobilier, c'est la pierre, c'est le dur. C'est ce qui est tangible. Et sans entrer dans votre cas personnel, est-ce que vous ne pensez pas que justement les marchés financiers peuvent être une réponse pour les Français pour voir se constituer une retraite ? Alors ça, c'est véritablement la constitution de son épargne personnelle, parce que la retraite de la plupart des gens, c'est des systèmes de mutualisation. Moi qui suis retraité, effectivement, maintenant, c'est le système de retraite qui me verse l'essentiel de mon revenu. Mais vous, tout au long de votre carrière, est-ce que, d'un point de vue personnel, vous avez investi Non, pas spécialement, parce que alors parce que justement, alors là aussi, c'est une façon. Vous avez un livre qui vient de paraître d'un économiste, de plusieurs économistes, dont un suédois qui est assez connu, mais ce livre qui conteste les thèses de Piketty sur les inégalités et tout ça, parce que, dit-il, on en revient à ce que je disais sur l'INSEE, il dit en fait, quand on regarde la situation au XIXe siècle que décrit Piketty, il y avait trois différences essentielles. La première, l'âge auquel on hérite. C'est-à-dire la transmission du capital se faisait de façon beaucoup plus accélérée que maintenant. C'est-à-dire en 1820-1830, on avait 25 ou 30 ans quand on héritait. Maintenant, on a de 55 à 60 ans. Et donc, il y a un problème qui est un problème dans la transmission du capital intergénérationnel du profil des gens qui héritent. D'où les systèmes de donation, d'où l'idée qu'il faut faire en sorte que
effectivement, le capital circule plus, comme il le faisait pour des raisons démographiques et d'espérance de vie au XIXe siècle. Et donc, ils disent, ils n'ont pas... Le deuxième élément, c'est qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de système de retraite. Et donc, il y a toute une forme d'épargne qui est constituée par les droits à retraite. Or, les droits à retraite sont redistributifs, c'est-à-dire que en France, vous avez un plafond de la sécurité sociale qui détermine le niveau de retraite auquel vous avez accès. Ensuite, vous avez un complément qui sont les régimes complémentaires, mais qui sont eux-mêmes plafonnés. Et donc, dans tous les pays du monde, en général, les systèmes de retraite sont des systèmes de retraite qui, à la fin, ont une composante redistributive. Et donc, ces systèmes de retraite réduisent considérablement les inégalités parce qu'ils apportent une forme de sécurité aux gens qui n'ont plus besoin de faire une épargne. Alors, la troisième chose qui est mise en avant, c'est qu'on ne regarde pas l'espérance de vie. En fait, effectivement, le système est redistributif sur le plan monétaire, mais il bénéficie davantage aux gens relativement aisés parce qu'ils vivent plus longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le revenu moyen des retraités par rapport aux actifs est relativement plus favorable, parce que le retraité appartient à des classes sociales qui sont par nature plus aisées que l'actif, parce que les actifs pauvres, entre guillemets, n'ont pas la même espérance de vie que les retraités pauvres n'ont pas la même espérance de vie que les retraités riches. Alors que les actifs riches et pauvres sont là, quoi qu'il arrive, si je suis clair. Et donc, effectivement, vous avez un mécanisme qui est un mécanisme dans lequel le système de retraite a permis à un certain nombre de gens de se faire une forme d'épargne qu'ils n'auraient pas forcément été à même de réaliser. Et surtout, lorsqu'on a mis en place les systèmes de répartition, qui étaient des systèmes assis sur la production du moment et pas sur le placement qui avait été réalisé, à ce moment-là, effectivement, le système était un système qui avait une forme de sécurité. En revanche, ce que montre bien Thomas Piketty, c'est que le véritable enjeu dans les systèmes de retraite, c'est l'évolution du taux d'intérêt par rapport au taux de croissance. Alors, c'est une règle simple en économie. La bonne règle, la bonne situation de l'économie, c'est que le taux d'intérêt soit égal au taux de croissance potentiel. Une règle que nos banquiers centraux ont tendance à oublier. Mais, bon, et là aussi, j'arrête pas de le dire, ça tombe un peu à plat. Alors, il y a des gens plus prestigieux que moi qui le disent, et même là, ça tombe un peu à plat. Les banquiers centraux n'ont pas l'air de vouloir respecter cette règle. Ce que dit bien Piketty, c'est que quand le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance potentiel, on a intérêt à avoir un système de capitalisation et ça favorise les gens qui dégagent de l'épargne ou qui font des placements. Quand le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, en revanche, on a plutôt intérêt à avoir des systèmes en répartition, c'est assis sur la réalité économique du moment, et ça favorise, ça détruit le capital. Et donc il dit, la grande différence qu'il y a eu dans les années précédentes, c'est que le 19e siècle fonctionnait sur des taux d'intérêt qui étaient assez élevés, mais qui se rapprochaient du taux de croissance potentiel. Le 20e siècle a eu des taux d'intérêt inférieurs au taux de croissance à cause de l'inflation. Il y a eu une période un peu différente qui est la période où se débarrasse de l'inflation. Et puis maintenant, de nouveau, on a eu une longue période où les taux d'intérêt étaient inférieurs au taux de croissance, avec comme conséquence que le capital était défavorisé, que ce qui était favorisé, c'était les revenus du travail, contrairement à ce qu'on raconte, et ce qui était favorisé, c'était le court terme du régime de répartition. Alors là, si on rentre de nouveau dans des zones où le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, ce que les banques centrales, on va avoir de nouveau intérêt à reconstituer du capital, et surtout, à projeter ce capital à l'extérieur, mais pas forcément de façon individuelle, de façon collective. Ensuite, sur la répartition du patrimoine entre le logement et le capital financier, vous apercevez qu'en fait, là aussi, c'est très difficile de mesurer la valeur du logement. Parce que j'en reviens à Larry Summers, le logement de 1950, il n'avait pas de douche, il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas d'électricité. Bon. Donc il y a une amélioration, il y a une efficacité sur le logement. Et donc vous avez tout un tas d'études pour essayer de mesurer effectivement cette efficacité et de se poser la question, le fait que le logement coûte de plus en plus cher dans les budgets, ça ne veut pas dire, ça peut vouloir dire aussi que les autres composantes du budget ont vu leur prix baisser. C'est-à-dire qu'il y a eu une efficacité
productive qui s'est portée sur les autres éléments. C'est-à-dire le prix du pain a baissé, je mets souvent en avant, et pour m'en indigner, le prix de l'essence. Tout le monde était scandalisé en disant le prix de l'essence atteint des niveaux, c'est insupportable. Et pour en revenir à 1970, dont je parlais au début de notre entretien, donc le SMIC était à 3,30 francs de l'heure, le litre d'essence était à 1,10 francs. Donc avec 1 heure de SMIC, on achetait 3 litres d'essence. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent combien est le SMIC, mais il est à 11,82 €. Donc avec 1 heure de SMIC, si on devait acheter 3 litres d'essence, il faudrait que le litre d'essence soit à 4 €. C'est pas le cas. Et puis les gens crient, manifestement. Ils réalisent pas ce qui se passait en 1970. Ils vivent pas bon. Et donc, tout ça. Et donc, les études sont assez confuses sur le fait de savoir si effectivement l'augmentation du prix de l'immobilier est objective ou si elle correspond à des effets qualité et à des effets dans la répartition des revenus des ménages, des effets d'efficacité et de baisse des prix des autres composantes. La dernière chose que je dirais, pour en revenir au Japon, c'est que le problème des gens qui ont... Et donc Alfred Sauvy aussi l'avait souligné, c'est que si vous placez votre épargne dans des appartements, enfin vous avez votre appartement personnel, bon ça c'est... Puis ensuite vous avez les appartements que vous allez louer. Et il faut trouver des gens à mettre dans les appartements. Un des gros problèmes du Japon, c'est que comme la population diminue, on ne trouve pas de gens à mettre dans les appartements. Alors en Chine, ça prend une proportion colossale. Et on est arrivé au stade où on rase des immeubles en Chine. Et donc, dans le choix des placements aussi. Oui, absolument. La population italienne baisse. Et il y a effectivement des coins en Italie où on commence à raser les maisons et les appartements. Et donc, faire un placement dans l'immobilier, la pierre ne monte pas à tout ça. Il faut quand même se méfier. Alors, je pense que acheter un appartement à Paris, acheter un appartement à Milan, acheter un appartement à Tokyo, il n'y a pas de problème. Mais, et je ne mettrai pas en avant des villes parce que je ne veux humilier personne, mais il y a des placements immobiliers que je ne recommande pas. En revenant sur votre vision du Japon, on comprend la stratégie adoptée par le pays, mais derrière, il y a une réalité terrain, il y a des choses qui sont tangibles. On parle de déclin de population. Est-ce que tout ça n'est pas lié finalement à une perte de quête de sens ? Oui, alors il y a par rapport à ça, et d'abord ce qui est frappant, c'est que la baisse de la démographie est partout. C'est-à-dire que vous avez même des projections démographiques qui indiquent que donc, l'ONU dit on est 8 milliards au niveau de la planète. Et donc, une des grandes angoisses, c'est que l'agriculture mondiale telle qu'elle est à l'heure actuelle pourrait nourrir 12 milliards. Et donc, une des grandes angoisses, c'est qu'on retrouve des famines pour des raisons... Là, à l'heure actuelle, il y a des gens qui ont faim, mais pour des raisons qui sont des problèmes d'organisation, de répartition et de la nourriture. Et l'humanité a de quoi se nourrir. Et en l'an 2100, on devrait atteindre 10 milliards. Et puis après... Alors après, on ne sait pas. Et puis on ne sera pas là. En tout cas, moi, je ne serai pas là pour vérifier. Mais et il y a même des gens qui disaient que ça va aller beaucoup plus vite. Et pourquoi ça va aller beaucoup plus vite ? Parce que dans les pays qui sont les plus dynamiques sur le plan démographique, qui sont essentiellement le sous-continent indien et l'Afrique, on assiste à des baisses de fécondité dans les grandes villes. Et ce n'est pas lié à la perte de sens de la vie, c'est lié à l'éducation des femmes. C'est-à-dire que la maternité a été assez longtemps subie, et maintenant, la maternité, elle est choisie. Et c'est beaucoup le cas au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, quand on fait des études et tout ça, c'est pas que les gens n'aient pas... C'est qu'ils trouvent que c'est plus confortable d'avoir une vie sans enfants que d'avoir une vie avec des enfants. Et donc, vous avez un rapport à l'enfant qui est un rapport où, notamment à la famille nombreuse, c'est-à-dire la famille nombreuse n'est plus un idéal de vie. C'est-à-dire, on considère qu'avoir 1 ou 2 enfants, ben, c'est pas bien. C'est bien, et même ne pas avoir d'enfants. Bon. Alors, est-ce que les gens ont perdu le sens du travail Écoutez, Dans le système capitalistique qui s'accélère, comme on l'a vu, est-ce que c'est pas la créativité, la productivité finalement des individus qui est mise à rude épreuve ? Peut-on vraiment tenir ce rythme-là sur le long terme ? Car au fond, être heureux dans ce qu'on en fait, c'est juste avoir des résultats qui sont concrets. Et les fonctions primaires de l'homme, à savoir boire, se nourrir, se loger,
Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont encore accessibles pour un individu lambda dans cette société? Alors, je sais pas. Donc, je pense que ce discours est un discours qui ignore l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, encore une fois, quand on vivait à Paris en 1950, on n'avait pas de salle de bain. Et quand on vivait à Paris en 1950, on n'avait pas d'auto. Quand on vivait à Paris en 1950, pour aller... vous avez des statistiques sur le service militaire. En 1960, vous avez 80% des appelés qui n'ont jamais vu la mer. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que quelqu'un n'ait pas vu la mer en français. Et je veux dire, le français qui hurle contre le prix de l'essence, nous avons dépassé pour la première fois l'année dernière, en 2023, les 1000 km de bouchons pour le 15 août. Et donc, le mécontentement, l'insatisfaction. Alors, Jean Fourastier, justement, dans Les 30 Glorieuses, il pose la question, il dit, on demande aux gens, est-ce que vous vivez bien? Donc, dans ces 30 Glorieuses, la plupart des gens ne sont pas contents de leur destin. Ils considèrent que le métier ne les reconnaît pas, que la structure... Bon. Mais, sur le plan des revenus, ils répondent qu'il leur manque 30% pour vivre décemment. Et donc, on refait une enquête, pareil, est-ce qu'on a dépassé les 30% en question de pouvoir d'achat? Donc, pas de revenus affichés, mais de pouvoir d'achat concret. On leur demande, est-ce que vous vivez décemment? Ils disent non. Il me manque 30%. Et alors, plus intéressant, dans la classe moyenne, c'est-à-dire les cadres supérieurs qui sont déjà équipés, notamment, donc on parle des populations, à la fin des années 50, les populations qui ont la télévision et une automobile. Et donc, alors on ne prend pas les gens qui ont le téléphone parce que il y a très peu de gens qui ont le téléphone. C'est bon, donc... Et donc, donc la classe moyenne, les gens qui sont équipés, on va penser que eux, c'est pas 30%. Alors eux, effectivement, c'est pas 30%, c'est 15% qui leur manque. Et donc, et Fourastier constate qu'il leur manque toujours à eux 15% pour avoir une vie décente. Mais on leur dit, mais écoutez, vous avez avec ce que vous gagnez plus que les gens qui réclament 30%. Pourquoi vous ne considérez pas que c'est une vie décente puisque vous... Bon. Et alors Fourastier explique deux choses. La première, c'est que on ne se compare pas à ses ancêtres, on se compare à ses voisins. Et donc, en permanence, on considère qu'on n'est pas traité dignement si on n'a pas exactement la même chose que ses voisins, quelle que soit la raison pour laquelle on n'a pas la même chose que ses voisins. Et ensuite, il dit, la deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte d'illusion que la situation pourrait être améliorée à peu de frais, que finalement ce serait assez simple. Et donc, en particulier, donc, dans la dernière version des 30 Glorieuses, les 30 Glorieuses paraissent en 1979, et c'est un succès. Et un succès qui est d'autant plus clair et net que on en fait une traduction en anglais. Donc le livre devient une référence, et donc Fourastier en refait plusieurs versions, notamment celle qui est maintenant utilisée, qui date de 1984. Et donc il dit, ça fait 3 ans que la gauche est au pouvoir, et il dit, il y a encore des gens qui croient que ces gens-là peuvent faire quelque chose pour eux. Il dit, il y a encore des gens, alors il dit, il y a quand même une baisse du vote communiste, mais il y a encore des gens qui sont prêts à écouter ce que raconte Georges Marchais. Alors que le niveau de vie s'est amélioré indépendamment de tous ces... Et il y a encore des gens qui sont mécontents et qui pensent que... il y a des gens qui ont la clé de la réponse à leur mécontentement. Et alors, ce que je trouve intéressant, parce qu'à la fin de sa vie, Fourastier dira, en fait, finalement, il y avait quelque part quand même quelque chose qui a disparu. Non, lui, ça n'avait pas disparu, mais moi, par rapport au commentaire qu'il fait, c'est-à-dire que, effectivement, il fut une période où les gens étaient persuadés qu'à Prague et à Budapest, on vivait mieux qu'à Paris. Alors, il suffisait d'y aller, mais c'était difficile d'y aller, parce qu'ils ne vous laissaient pas rentrer comme ça. Et puis, une fois que vous étiez rentré, on ne sortait pas comme ça. Mais bon, maintenant, il n'y a plus ça. Nulle part, on ne peut considérer que... enfin, je veux dire, personne ne peut sérieusement considérer qu'au Venezuela, on vit mieux qu'à Paris. Et donc, je pense que et donc, c'est cette histoire de foi dans l'utopie. Il y a, alors pour en revenir à des économistes, à des considérations économiques, le premier économiste à avoir enseigné l'économie, c'était quelqu'un qui s'appelait William Nassau Senior, qui enseignait à Oxford, c'était il y a 200 ans, en 1825.
Et donc, il avait fait un cours où il essayait de légitimer l'économie. Il expliquait pourquoi c'était légitime qu'on enseigne l'économie dans un système universitaire. Et donc, il a tout un appareil d'explication pour en revenir à l'histoire du physicien, de l'ingénieur et tout ça, pourquoi il est le physicien lui aussi. Il se sent plus proche d'ailleurs du mathématicien parce qu'il a du mal à faire des expériences. Mais la deuxième vague, donc ça s'installe, et le grand économiste de référence sur le plan universitaire à la fin du XIXe siècle s'appelle Alfred Marshall. Et son livre continue à être utilisé d'ailleurs dans un certain nombre de facultés, notamment l'introduction. Et dans l'introduction, il dit en fait, la science économique, appelée encore political economy en Angleterre, économie politique, répond à l'analyse des besoins matériels et tout ça. Mais il dit qu'il y a une composante morale que la science économique ne peut pas aborder. Et cette composante, c'est la religion qui s'en charge. Et donc, il dit, je ne porterai pas de jugement sur la façon dont les religieux s'occupent de traiter les problèmes de mal-être, les problèmes d'angoisse, les problèmes de... Moi, j'apporterai le bien-être matériel et je laisserai aux philosophes, aux religieux, le soin de s'interroger sur les raisons qui vont faire le mal-être, l'angoisse de la population. Et donc, je suis assez d'accord avec ça. En tant qu'économiste, pourquoi les gens sont mal dans leur peau, pourquoi on consomme autant d'antidépresseurs en France. Et alors, dernier élément sur la religion, il y a Angus Deaton, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2015, et qui explique que, en fait, l'économie capitaliste a permis de réaliser ce qu'il appelle la grande évasion, ce Great Escape. Et donc, il dit, avant le capitalisme, il y avait une économie féodale structurée autour de l'État et tout ça. Et cette économie était une économie qui ne satisfaisait pas les gens. Mais il dit, il y a un vrai problème qui est apparu à la Renaissance. Avant, tout était organisé par la religion. Soit on était malheureux, mais on gagnait son paradis. Il explique qu'une des grandes astuces du christianisme, c'est d'expliquer qu'au ciel, les premiers sont les derniers. Et par rapport au paganisme, il dit la grande force du christianisme, c'est de ne pas avoir dit « je vais faire pleuvoir », puisque les premiers prêtres allaient voir les paysans, leur disaient « écoutez, c'est la sécheresse, mais si tu me donnes du fric, moi je vais évoquer Déméter et tu vas voir, il va pleuvoir. » Bon, là, non, écoutez, moi je ne suis pas là pour faire pleuvoir, je suis là pour te donner le salut éternel. Notre dimension. Bon. Il ne se pose pas la question de la pertinence, ça il n'est pas dans une logique de blasphème, mais il dit, au moment du procès de Galilée, le procureur qui va faire le procès de Galilée va voir Galilée et il lui dit, vous avez probablement raison. La question qui se pose, c'est qu'en détruisant l'édifice que nous avons construit, est-ce que vous allez rendre les gens plus heureux? Alors, Galilée dit, j'espère. Vous n'allez pas sûr. Et ce que dit Angus Deaton, c'est que c'est ça le problème. C'est que le capitalisme aura apporté un bien-être, mais sans équivalent. Personne, c'est la grande évasion. Tout le monde est sorti de la misère, de la pauvreté, et tous les pays qui sont en train de sortir de la misère et de la pauvreté sont des pays qui choisissent le capitalisme. Et pourtant, comme le disait le procureur de Galilée, mais est-ce que les gens sont plus heureux ou pas? Est-ce que finalement, et alors, évidemment, le procureur, on les rend heureux par le mensonge, puisqu'il dit, vous avez probablement raison, mais bon. Et donc, mais ça, c'est de la philosophie. Est-ce que c'est par le mensonge qu'on rend les gens heureux? Ça, c'est de la philosophie. L'économiste dit, moi, ce que je peux vous faire, c'est vous garantir que si vous faites ça, ça et ça, il y aura du pain dans les boulangeries. Oui, pourtant, on distribue des chèques bois, des chèques vélo, des chèques cadeaux. Donc, il y a quand même ce sentiment de perte de pouvoir d'achat, non? Non, mais ça, c'est totalement faux. Il faut regarder encore une fois toutes les statistiques. Alors, on n'a jamais eu autant de pouvoir d'achat. Mais alors, parfois, on a ces chèques cadeaux, parfois, on a des gens qui viennent... Mais parce que c'est... Mais parce que... Mais on en revient à ce que disait Forestier. Encore une fois, avec le RSA, on gagne plus que le SMIC pour travailler 40 heures. Et quand vous regardez le pouvoir d'achat... Alors, ce qu'analyse bien un certain nombre d'économistes, c'est qu'en fait, par rapport à cette période-là, on a un pouvoir d'achat, mais sans commune mesure.
Encore une fois, vous regardez le prix de l'essence, vous regardez quel était le prix d'un livre, quel était le prix du pain en 1970 ou en 1980, vous regardez combien ça représente à l'heure actuelle. Vous regardez le nombre de gens qui avaient un téléphone, vous regardez le nombre de gens qui avaient une salle de bain, encore une fois. Vous regardez le nombre de gens qui avaient une automobile. Vous regardez le prix d'un... par exemple, un des grands enjeux, c'est aussi la SNCF, le prix moyen. Parce que dans les années 70-80, c'était temps du kilomètre. Maintenant, vous n'avez pas deux personnes dans un train qui est payé la même chose, puisque vous avez tout un tas de francs, tout ça. Bon. À l'heure actuelle, en TGV, pour aller à Lyon ou à Bordeaux ou à Strasbourg, vous payez 80% de ce qu'on payait dans les années 70. Donc, ce n'est pas une amélioration. Sauf que vous mettez 2 heures, alors que dans les années 70, on mettait 6 heures pour aller à Bordeaux. La question qui se pose, c'est est-ce que ce gain de temps qui est lié au progrès technique améliore le bien-être ou pas? Et est-ce que les gens le valorisent, ce gain de temps? Et donc la question de pourquoi je dis ça, parce que la SNCF à l'heure actuelle envisage de refaire des trains pour aller à Bordeaux, puisque Bordeaux est une ville qui m'est chère, qui remettront le même temps que les trains d'autrefois, qui repasseront par le même parcours, et qui ne seront pas là pour faire vintage, pour faire nostalgie. Ce seront là parce qu'ils seront nettement moins chers. Donc là, ils sont nettement moins chers que ceux des années 70. Ils seront moins chers que le TGV. Et ils ne donneront pas le même service que le TGV. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le service que rend le TGV? Les gens, aujourd'hui, ils ont un téléphone portable. Vous leur dites, écoutez, mais il y avait des gens, ils n'avaient même pas le téléphone fixe chez eux. Vous avez, quand vous regardez des films des années 80, les gens téléphonent dans des cabines téléphoniques. Moi, je demande à mes étudiants, est-ce qu'ils ont déjà vu une cabine téléphonique? Ils n'ont jamais vu de cabine téléphonique. Donc, vous avez et on en revient à Forestier. Ma vie n'est pas décente. Il me faudrait 30% de plus. Mais, bon. Et donc, et alors, je pense que, alors, pour en revenir à ce que je disais sur le vieillissement et tout ça, ce qu'il y a de frappant, effectivement, c'est que la conséquence de ce discours, c'est qu'on maintient, par le déficit budgétaire, par la dette publique, des niveaux de revenus qui ne sont pas compatibles avec la production réalisée. Donc le pays vit en déficit extérieur permanent, alors qu'il devrait avoir un excédent extérieur pour pouvoir placer l'argent qu'il a gagné dans les pays, pour pouvoir acheter des usines, il faut avoir de l'argent. Pour avoir des argents, il faut avoir vendu quelque chose pour récupérer cet argent. Et pour avoir vendu quelque chose, il faut avoir travaillé. Et donc le pays ne travaille pas assez, alors que le pays est persuadé qu'il a droit à la paresse, qu'il n'a pas assez de pouvoir d'achat. Et donc, moi, ce qui me frappe, les gens... C'est quoi pour la France, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est l'état d'esprit? Parce que les Français sont... Non, je pense pas que... Entrepreneurs. La vague. Oui, il faut... alors, bon, des entrepreneurs, il y en a, mais le problème, si vous voulez, c'est quand même que les talents français s'expatrient. Vous regardez, on est un des pays maintenant qui, avec la Grèce, donc la Grèce, des générations entières de jeunes gens bien formés, d'ingénieurs et tout ça, partent aux États-Unis. Et donc, je pense que ce qui manque à la France, c'est... Pourquoi ils partent là-bas? Ils partent pour une raison. Ils partent pour une raison, parce qu'ils sont mieux reconnus, parce qu'ils ont réussi. Ils sont mieux reconnus parce que... Ils sont mieux payés parce que là-bas, les entreprises dégagent beaucoup plus de profits que... Mais parce qu'ils paient beaucoup moins d'impôts. Donc le problème est l'impôt. Le problème, c'est le système public qui coûte trop cher. Et donc... alors, je pense qu'il y a 2 choses à faire. Effectivement, le rendre plus efficace, et donc, en particulier, vous avez eu un choix qui a été fait, qui est un choix des années 80, qui consiste à paupériser la fonction publique, mais à la multiplier en effectifs. Et donc, je pense qu'il faut réduire considérablement les effectifs et mieux payer les gens qui restent, avec au total une économie, mais faire des gains de productivité. Et puis, on est quand même le pays au monde qui travaille le moins de très très loin. Et je pense que le véritable enjeu, c'est d'augmenter la durée du temps de travail. Mais où vont aller tous ces fonctionnaires si on réduit le nombre? Et ils vont produire.
Ils vont produire, vous savez... Pourquoi les usines sont en Asie mais il n'y a pas que... Elles ne sont pas encore en Asie, mais quand elles seront en Asie, effectivement, ils pourront aller encadrer les gens qui sont en Asie. Mais pour l'instant, et si vous voulez, pour l'instant, on a encore une population active, mais cette population active, on est 30 millions de population active, et vous avez 3 millions de chômeurs. Il y a 27 millions de personnes qui ont un emploi. Sur ces 27 millions de personnes, vous avez 5 millions de fonctionnaires, donc vous avez 22 millions de personnes qui travaillent. Et donc, qui travaillent de quelque chose qui est marchand, qui peut être vendu et tout ça. Donc vous avez encore des réserves vous avez tout un tas d'entreprises qui commencent à dire qu'elles n'arrivent pas à satisfaire la demande parce que 25 heures, parce qu'on s'arrête au mois d'août, parce que... Il faut plus travailler. Oui, mais vous regardez ce qui s'est passé en Italie. En Italie... 70 ans. Alors elle était déjà à 67 ans, elle prononce peut-être à 70 ans. Et vous regardez l'Italie, dégage des excédents extérieurs et elle est devenue une puissance exportatrice supérieure à la France. Avec une population qui est plus vieille. C'est-à-dire, elle a une population qui est plus vieille et une population, mais vous avez une reprise en main qui s'est faite progressivement. C'est-à-dire, alors, c'est toujours pareil d'ailleurs sur le plan politique. Les premiers à avoir cassé, effectivement, c'est les socialistes. C'est le référendum dans les années 80 sur l'échelle mobile des salaires. Vous avez eu la même chose en France. Dans un article récent des Échos, je montre bien qu'à mon avis, le seul vrai Premier ministre libéral de droite qu'il y ait eu en France, c'est Laurent Fabius. C'est lui qui a compris ce qu'il fallait faire. Et son problème, c'est que ça n'a pas été suivi d'effet. Après, sa période était trop courte. Quel est le souhait pour la France de Jean-Marc Dany? Écoutez, je dirais, je vais faire un souhait en 3, c'est toujours 3 choses avec moi. Alors, la Sainte Trinité, tout ça, oui, c'est le Dieu en 3. Voilà. Alors, je pense que le premier souhait, ce serait que la France rééquilibre ses comptes extérieurs en se remettant au travail. C'est-à-dire en travaillant plus pour exporter plus. Et donc, le deuxième souhait, c'est qu'elle prépare, donc, une fois qu'elle se rétablit ses comptes extérieurs, qu'elle prépare son avenir en achetant des usines à Mumbai et à Abidjan. Et le troisième souhait, ce serait, je pense alors la troisième décision à prendre, ce serait qu'on reconnaisse mieux les entrepreneurs et donc qu'on fasse une réforme fiscale qui reconnaisse les vrais problèmes. Et dans les vrais problèmes, il y en a 2 que j'identifie, c'est les entrepreneurs ne sont pas assez reconnus, les problèmes écologiques ne sont pas assez pris en considération. Qu'est-ce que vous entendez par « ils ne sont pas assez reconnus » ? Je pense que l'histoire des impôts de production, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'on demande à gens de payer des impôts avant même qu'ils aient produit quelque chose. Qu'on n'associe pas l'impôt sur les entreprises tel qu'il est conçu, théorisé. Alors, nouveau nom d'économiste que je mets d'avant, Richard Musgrave, qui est un économiste qui, justement, est derrière Kennedy. La période Kennedy est très courte, mais il y a une force intellectuelle des gens qui sont enthousiasmés par son discours. Et donc, il y a toute une génération là qui est là. Il y a Samuelson, Tobin, Musgrave, Walter Heller, qui est un des plus brillants et des plus méconnus. Et tous ces gens disent bien que, effectivement, le véritable enjeu de la fiscalité de l'entreprise, c'est de gérer le cycle économique. C'est-à-dire, il faut que la fiscalité des entreprises, quand ça va bien, que les entreprises versent des impôts. Mais quand ça va mal, que les impôts, spontanément, les impôts fassent ce qu'on appelle un effet contracyclique. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des fonctionnaires à payer, il y a toujours des retraites. Oui, j'entends bien, mais je ne veux pas dire que je suis... Contracyclique, ça c'est fixe à chaque fois dans le... Ah oui, j'entends bien, ça j'entends bien. Mais à ce moment-là, quand vous êtes dans une situation contracyclique, vous acceptez un déficit budgétaire, et dans la période où ça va bien, vous avez un excédent budgétaire. C'est d'ailleurs ce que prévoient les traités européens. Tout le monde est fasciné par les 3%, mais quand vous lisez le vrai traité, pas Maastricht, c'est fini. Maastricht, c'est pour rentrer dans l'Union économique. On y est déjà. Donc, le traité de référence, c'est pas Maastricht. Donc, quand vous êtes dans l'Union européenne, c'est le pacte de stabilité et de croissance, et ce qu'on appelle le TSCG, le traité qui a été voté en 2012. Et ce traité prévoit que dans les périodes fastes, on dégage des excédents,
Et dans les périodes qui vont mal, effectivement, parce que vous avez des impôts des entreprises qui ne rentrent pas, vous avez du déficit budgétaire. Le déficit est là pour s'asseoir sur l'évolution des impôts des entreprises, et le déficit est là pour, effectivement, alléger la charge sur les entreprises. On fait du déficit pour éviter que les entreprises ne soient taxées. Et donc, finalement, le souhait sur ça, c'est respecter le traité européen. Quant à la fiscalité verte, moi je suis frappé d'une chose, les mouvements politiques qui se réclament de l'écologie veulent mettre des impôts sur les riches. Moi je pensais que des gens qui militent pour l'écologie voudraient mettre des impôts sur la pollution. Et donc vous avez tout un travail fait par des économistes pour expliquer que il faut faire une taxe carbone, il faut réorganiser la fiscalité autour de la taxe carbone. Et donc, mon souhait, donc, dans ce volet fiscalité et tout ça, mon souhait, c'est impôt contracyclique sur les entreprises, on respecte l'entrepreneur, et fiscalité verte. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le système entrepreneurial français, que ce soit au début ou même par la suite, on a des entités comme la BPI qui aident les gens. Écoutez, est-ce que vous connaissez beaucoup de fonctionnaires qui ont eu une bonne idée une fois ? Vous n'avez pas besoin de soutien public. Non, d'accord, mais alors c'est juste, donc c'est uniquement par rapport à l'assiette fiscale dont vous parlez sur le... D'accord. Pas de... Parce que, oui, mais en fait, le problème, c'est que en mon sens, comment fonctionne le système, c'est que il y a un prélèvement des impôts, mais il y a une redistribution via des aides, via si vous êtes dans tel secteur, alors vous avez le droit avec la région à avoir... Moi, je suis... Et le problème, c'est qu'on a un paquebot qui est géant et dont le gouvernail n'est plus entre les mains de l'État. Et donc l'État place des icebergs au fur et à mesure. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu de vouloir diriger le paquebot, finalement, il le fait couler. Oui, mais c'est qu'il abandonne le paquebot, qu'il quitte le paquebot. Si vous voulez, moi je pense que l'avenir d'un patron, c'est pas d'aller quémander les aides publiques. L'avenir d'un patron, c'est d'aller chercher les clients. Et donc, je pense que, effectivement, que l'État, c'est là aussi, anecdote, au XVIIe siècle, les Bordelais, population d'élite, se sont révoltés contre un impôt qui était l'impôt sur le papier timbré. Ils se sont révoltés en même temps d'ailleurs que les Nantais parce que ça concernait les ports essentiellement. Et puis les Bretons. Et donc les Bretons, dans leur révolte, portaient des bonnets. Et donc il y en avait la fonction du dialecte breton qui parlait, qui s'était regroupé avec des bonnets. Et le plus gros, ceux qui ont mené le combat jusqu'au bout avaient un bonnet rouge. D'où, à l'époque de François Hollande, la révolte des bonnets rouges contre un impôt qui était un impôt imposé sur les autoroutes. Mais, à l'époque, donc Bordeaux se révolte, on rase la ville, parce que la réponse à la révolte fiscale, c'était... on n'en parle plus. Ce qui a permis à la ville de se reconstruire au XVIIIe siècle et de devenir un des plus bels exemples, un des plus beaux joyaux de l'architecture du XVIIIe siècle. Et puis, une fois qu'on a eu rasé la ville, quand même, Colbert demande au prévôt des marchands de Bordeaux, qui s'appelle Legendre, il dit, venez, se rend à Paris, Versailles. Et Colbert dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et alors l'autre lui répond, oubliez-moi. La meilleure chose que puisse faire l'État pour un entrepreneur, c'est de l'oublier. Et je pense que nos patrons, nos dirigeants d'entreprise, nos entrepreneurs devraient systématiquement, dès qu'ils vont voir quelqu'un à Bercy, dire « Oubliez-moi, laissez-moi vivre ». Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Mais je vous en prie.